Nous revoici. J'espère que vous avez pris un petit café, que vous avez apprécié ce premier webinaire. Donc dans ce deuxième webinaire, plus de slides, ça c'est la bonne nouvelle, et uniquement des démonstrations. Alors on a enregistré hier les démos en vidéo. Non pas qu'on ait eu la trouille qu'elles ne fonctionnent pas, parce que tout le monde sait que mes démos fonctionnent absolument à chaque fois, n'est-ce pas? C'est surtout pour pouvoir vous les montrer en gros plan et que vous voyez, parce qu'il y a un peu de manipulation et les choses intéressantes ne se passent pour le coup pas sur l'écran, et donc on a voulu pouvoir zoomer un peu sur les démos pour que vous voyez bien ce qui se passe. Okay, donc on va vous expliquer tout ça. On a 4 démos à vous montrer cet après-midi. Donc je vais vous expliquer l'objectif de la démo, et puis ensuite Hugo lancera la vidéo et vous verrez la vraie démo se réaliser. Ok, voilà. J'espère que tout ça va fonctionner au quart de tour, Hugo. C'est encore une grande première. Donc la première démonstration qu'on va faire, c'est de vous montrer ce qu'est un IoT button. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu cet objet. C'est un petit bouton. Alors le plus simple serait sûrement que je vous montre la page, que je vous montre la page Amazon. Est-ce que je l'ai encore? J'aurais dû l'ouvrir avant. C'est pas grave, on va le chercher. Donc l'IoT Button, c'est un petit équipement. C'est la version finalement, j'ai envie de dire la version développeur du fameux Dash Button dont j'ai parlé tout à l'heure. Ben voilà, regardez. Donc voilà le Dash Button, ça vous connaissez sûrement. Donc c'est un équipement que vous pouvez acheter sur Amazon et qui vous permet donc en un clic de commander de la lessive, du thé ou du dentifrice et plein d'autres choses. Mais c'est quelque chose donc, un bouton qui n'est pas programmable. Hein. Vous l'achetez, vous appuyez dessus et ça fait vos courses à votre place. Donc ça c'est sympa. Mais on a conçu une autre version. La voici. Il s'appelle l'AWS IoT Button, qui est un bouton finalement neutre qui va servir dans vos projets IoT. Donc vous pouvez le commander sur Amazon. Et on va le configurer, et lorsqu'on va appuyer sur ce bouton, et vous verrez ça dans la démo dans un instant, on va envoyer différents types de messages. Okay, donc comment est-ce qu'on configure ce bouton? C'est super simple. Donc vous appuyez pendant 5 secondes sur le gros bouton qui est là. La petite LED qui est ici, là, vous voyez un petit point blanc là, hein, qui est là. C'est une petite LED qui va se mettre à clignoter bleu de mémoire, et en fait ça ouvre un hotspot Wi-Fi sur lequel vous pouvez vous connecter. Donc vous vous connectez dessus et vous allez voir une page qui va ressembler à ça. Okay, bon là je le fais pas parce que c'est pas le moment de toucher à mes réglages réseau, mais voilà, donc vous appuyez 5 secondes sur le bouton, vous voyez un nouveau hotspot apparaître qui va s'appeler Configure Me, etc. Et vous arrivez sur cette page. Okay, et donc il va vous demander quoi? Il va vous demander le SSID de votre réseau Wi-Fi, un mot de passe si le réseau en nécessite un, et puis ensuite il va vous demander un certificat, une clé, le endpoint IoT à utiliser et la région AWS à laquelle vous voulez vous connecter. Alors vous allez me dire, mais oui, mais ça où est-ce qu'on trouve ces 4 trucs-là? Eh bien, vous allez le trouver dans la console IoT. Alors, on va montrer la console IoT un petit instant. Donc la console IoT, elle a un petit dashboard qui vous montre un peu quelques informations de monitoring, etc., etc. Mais surtout, elle va vous permettre de créer vos devices. Donc vous vous souvenez, dans le webinaire précédent, j'ai parlé de la registry. Donc la registry, c'est l'endroit où on va créer, définir en tout cas ces équipements. Et donc vous voyez ici par exemple, alors je vais prendre un bouton au hasard, hein, parce que j'en ai plusieurs. Donc j'ai créé ce bouton, je lui ai associé un certificat, et je pourrais voir l'état de son shadow.
et je vois le endpoint sur lequel ce bouton va se connecter. Ok, donc voilà les paramètres. Donc voilà le fameux endpoint qu'on voit ici, hein, dans le IoT button. Où est-ce qu'il est? Pardon, il est là. Voilà. Donc endpoint subdomain, hein, c'est ça. Ok, bon, la région ici c'est EU West 1. Oups, pardon, c'est là. Voilà. Et c'est tout. Ok. Donc il suffit, une fois que vous avez votre bouton, il suffit de créer un nouvel équipement. Voilà. De lui créer un certificat. Vous téléchargez le certificat, la clé privée, la clé publique. Ok. Donc, allez, allons-y. Paf, paf, paf. On download ces trois trucs-là. On active le certificat. Ensuite, on lui attache une policy IAM. Donc là, je vais reprendre une policy que j'avais déjà définie. Mais en gros, cette policy, elle va contenir quoi? Elle va contenir une instruction qui permet donc au bouton de publier, hein, l'API IoT Publish, de publier sur son topic. Alors l'identifiant du topic ici, c'est le numéro de série du bouton que vous trouvez au dos du bouton. Et puis une deuxième instruction qui va lui permettre de se connecter à IoT. Donc c'est tout. En fait, un bouton, ça fait que ça. Ça se connecte et ça publie. Okay, voilà, vous trouverez, rassurez-vous, hein, vous trouverez la policy exacte dans la doc du bouton IoT sur le net. Hein. C'est juste pour vous montrer rapidement le truc. Donc voilà, on va choisir la policy. On a attaché une policy. Donc ça, côté IoT, c'est bon. Et donc ensuite, une fois de plus, hein, voilà, vous appuyez 5 secondes sur votre bouton, vous mettez vos paramètres Wi-Fi, vous uploadez le certificat à la clé privée. Vous ne vous trompez pas, hein, ce n'est pas la clé publique, la clé privée. Vous vérifiez le subdomain, vous vérifiez que la région est bonne, vous cliquez sur OK, configure, on upload les fichiers sur le bouton et si tout va bien, il est connecté et vous pouvez l'utiliser. Ok, donc ça prend vraiment 2 minutes. Et donc une fois que vous avez fait tout ça, eh bien, vous pouvez faire la démo. Donc si Hugo veut bien lancer la première vidéo, on devrait voir ce bouton en action. Voici le bouton IoT, petit équipement sympathique pour faire vos premiers tests IoT. Donc c'est un bouton qui va nous permettre d'envoyer 3 types de clics différents via le gateway IoT. Voilà, vous pouvez l'acheter sur Amazon, il est disponible en France depuis quelques semaines. Alors basculons dans la console IoT. Je vous ai montré tout à l'heure comment configurer le bouton avec un certificat, comment lui donner une identité, comment lui assigner une politique IAM, etc. Et donc maintenant, nous allons le tester. Donc pour cela, je vais basculer dans l'outil de test de la console IoT qui va me permettre de visualiser les messages qui sont envoyés par le bouton. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, MQTT permet à la fois de publier et de recevoir des messages. Donc ici, ce qu'on veut, c'est recevoir un message. Donc on va s'abonner au topic MQTT de ce bouton. Les noms de topics sont très simples, c'est IoT button / le numéro de série du bouton que vous trouvez au dos. Donc je m'abonne au topic. Voilà. OK. Et donc maintenant, je vais pouvoir faire les 3 types de clics sur le bouton pour et normalement visualiser mes messages. Donc premier clic simple. Et donc je vois ici un message JSON qui est donc envoyé sur le topic du bouton et reçu par l'outil de test de la console, puisqu'il s'est abonné au bon topic. Donc je vois le numéro de série du bouton, le voltage de la batterie et le type de clic. Okay, ici un clic simple. Je vais essayer un double clic. Et je vois un deuxième message qui arrive avec un double clic. Et puis dernier clic, le clic long. Et voilà, je reçois un 3e message avec le type de clic. Donc voilà comment on configure un bouton IoT et comment on le teste et comment eh bien, on fait son premier projet IoT. Ok, manifestement ça a marché. Bravo.
Donc vous avez vu donc la première utilisation de ce bouton et comment on peut utiliser la console, l'outil de test intégré dans la console AWS pour faire des tests. Donc ça c'est sympa. Maintenant on n'a pas forcément envie de tester dans la console. On a envie d'avoir un outil de test propre à proprement parler. Alors il en existe plusieurs, hein. Il y a plusieurs outils qui vous permettent de vous connecter en MQTT sur un gateway. Moi il y en a un que j'aime bien qui s'appelle MQTT-FX, qui est un outil en Java que vous pouvez installer. Et donc on a enregistré une deuxième vidéo pour vous montrer MQTT-FX. Donc Hugo, s'il te plaît, si tu peux lancer la deuxième vidéo, c'est parfait. Je vous ai montré comment tester le bouton IoT avec l'outil de test intégré dans la console. Maintenant, je voudrais vous montrer comment le faire avec un outil externe qui s'appelle MQTT-FX. Donc, MQTT-FX, c'est un client Java que vous pourrez installer sur votre machine. Vous le téléchargez, vous lui créez une identité. Donc, il faut qu'il soit vu comme un thing, hein, puisqu'il va se connecter au gateway. Donc, vous lui créez une identité, une policy, etc., exactement comme pour un device normal. Et puis, on va pouvoir le lancer. Et donc, une fois que vous l'avez lancé, vous allez dans les paramètres, vous indiquez le nom du gateway IoT, vous indiquez son certificat, vous indiquez sa clé privée, etc. Et vous pourrez vous connecter. Donc, je me connecte ici au gateway. Et comme tout à l'heure, je m'abonnerai au topic de mon bouton. Voilà. Et donc maintenant, normalement, si j'appuie sur mon bouton, je dois recevoir ce message. OK? Donc, simple clic, double clic. On voit donc le type de message qui a changé. Et puis, on va faire le clic long pour la forme. Voilà. Et je vois mon troisième message qui arrive. Okay. Donc l'avantage d'MQTT-FX, c'est qu'on peut définir des scripts, donc vous pourrez automatiser vos tests MQTT, vous pouvez travailler localement sans avoir à vous connecter à la console si jamais vous n'avez pas accès à la console. Voilà une bonne alternative. Okay. MQTT-FX, chaudement recommandé. Voilà. Ah, pardon, on n'avait pas de son, excusez-moi, j'avais oublié de remettre le son. Donc j'étais en train de vous dire que vous veniez de voir la deuxième vidéo sur le bouton avec MQTT-FX qui est utile pour faire vos tests, indépendamment de la console. Mais c'est vrai que ensuite, après avoir fait ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ce bouton finalement? C'est bien, j'ai acheté ça, c'est rigolo. Mais passer ça, est-ce qu'il y a des vraies applications? Alors avec le Dash, ouais, il y a plein d'applications, mais qu'est-ce que moi je pourrais faire avec ce bouton? Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de résoudre un problème de la vie de tous les jours. Si vous avez des enfants, je pense que vous allez vous reconnaître. Je me suis dit, un de mes grands problèmes dans l'existence, en tout cas à la maison, c'est de faire en sorte que mes enfants viennent manger à table. Et donc je passe ma vie, comme tous les parents de la Terre, à hurler dans l'escalier pour que mes enfants descendent, et ça m'agace. Et bon, c'est pas la façon dont j'aime passer mes soirées. Donc je me suis dit, est-ce que la technologie pourrait venir à mon secours pour m'éviter d'hurler tous les soirs pour faire venir mes enfants à table? Et je me suis dit, tiens, et si j'utilisais un bouton IoT? Et donc, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Donc, toujours le même bouton hein, que vous avez vu à l'instant, avec 3 types de clics différents. Mais cette fois, je vais, au lieu d'afficher simplement les messages, eh bien, je vais appeler une fonction lambda qui va envoyer un SMS. Okay. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on en a parlé tout à l'heure. On va utiliser une règle. La configuration du bouton reste la même, mais dans la partie rules de la console IoT, j'ai défini une règle qui s'appelle Dinner is ready. Ça me paraissait pas mal. Alors, que fait cette règle? Vous voyez, cette règle, alors elle a une description, bien sûr, et elle a, à proprement parler, une règle qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est écrit en SQL standard. Donc, si vous avez encore en tête le message qui est envoyé par le bouton, il y a 3 champs dedans. Le numéro de série du bouton, le voltage, et puis le type de clic. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc je vais faire select click type.
from donc, le topic en question, donc IoT button / le numéro de série de mon bouton. Okay. Alors j'aurais pu avoir une clause where en disant je ne veux que les clics simples ou que les clics longs, etc. Mais là, en fait, je veux uniquement le type de clic. Et je le veux dans tous les cas, parce qu'en fonction du type de clic, évidemment, ma fonction va faire des choses différentes. Okay. Donc ça, c'est le select que je fais sur les messages qui arrivent dans ce topic. Et puis ensuite, eh bien, j'appelle une fonction lambda, okay, que j'ai développée, que je vais vous montrer, qui s'appelle elle aussi dinner is ready. Alors on aurait pu avoir d'autres actions, ici on n'en a qu'une. Alors jetons un œil à ma fonction lambda. Et donc ça c'est une fonction lambda, tout ce qui est le plus normal. Hein. C'est pas parce qu'elle est appelée par, par IoT qu'elle est différente. Alors voilà ma fonction, donc elle est en Python. Rassurez-vous, même si vous ne connaissez pas bien Python, vous allez comprendre. Donc, bon, on affiche l'événement, comme ça, ça me remplit des logs. Donc, dans cet événement, je n'ai j'ai un document de JSON qui va contenir une seule variable, un seul élément qui s'appelle ClickType, hein, puisque c'est ce que j'ai sélectionné. Okay. Donc, je récupère dans mon document de JSON le ClickType, je le mets dans une variable qui s'appelle ClickType, et puis en fonction du type de clic, okay, simple, double ou long, eh bien, le message change. Donc, vous voyez que simple, c'est le message dinner is ready. Double, je commence à m'agacer, dinner is ready en majuscule. Et long, je suis énervé et ils ont 5 secondes pour descendre. Sinon, effectivement, je vais utiliser l'ancienne méthode qui consiste à hurler dans l'escalier et ils savent ce qui se passe ensuite. Donc, le message est défini. Je me connecte à SNS, donc Simple Notification Service, et je publie un message sur un topic SNS avec un sujet qui est dinner et un message qui est le message qui correspond au type de clic. Alors ici, pour la démonstration, j'ai remplacé le topic SNS par mon propre numéro de téléphone pour pouvoir faire la démonstration. Mais voilà, l'objectif, moi je suis toujours à table, j'ai toujours faim, donc l'objectif c'est d'amener mes enfants à table. Mais là on va faire la démo avec mon numéro. Et donc Hugo, s'il te plaît, si tu peux lancer la 3e vidéo, on va voir cette démonstration. Comme je vous l'ai montré à l'instant, j'ai configuré ce bouton, j'ai associé une règle qui invoque une fonction lambda lorsqu'un message est reçu dans le topic du bouton. Cette fonction lambda va, en fonction du type de message, m'envoyer un SMS. Okay, alors allons-y, appuyons sur le bouton. Premier clic. Alors j'ai reçu un SMS. Et effectivement, voilà, je vois que le dîner est prêt. Mais bon, je suis en train de travailler probablement. Je suis en train de préparer un webinar ou quelque chose comme ça. Alors on s'impatiente en bas. Double clic. Donc deuxième envoi de message. On passe à nouveau dans la fonction lambda. Et cette fois, c'est un double clic. Donc le message devient un petit peu plus insistant. Mais bon, je ne l'ai pas entendu. Vous voyez, on n'a pas eu la sonnerie. Je ne sais pas pourquoi. Alors, troisième clic. Clic long. Et voilà. Et donc au troisième clic, je reçois le troisième message qui me dit que j'ai 5 secondes pour descendre, sinon je ne mange pas. Voilà. Donc voilà un petit exemple d'interaction entre un device IoT, une règle qui est composée d'une ligne de SQL, vous avez vu que c'est simple, et puis une invocation de fonction lambda qui, en une ligne, en une API, envoie un SMS. Alors ça marche bien pour les enfants. Hein. Initialement, l'application a été faite pour les enfants. Mais comme je voulais vous la montrer avec mon téléphone, j'ai évidemment changé mes coordonnées. Voilà pour ce dernier exemple avec le bouton IoT. Très bien. Voilà, donc vous avez vu cette fameuse démo. Je me suis beaucoup amusé avec ça à la maison, je ne vous cache pas, parce qu'évidemment, je n'avais rien dit à mes enfants lorsque je l'ai fait. Et ils sont arrivés assez paniqués en me disant « Papa, on reçoit du spam, on reçoit des SMS, qu'est-ce que c'est bizarre et tout. » Je dis « Non, c'est moi. » Donc, bon, sur le coup, ça les a pas fait rire, mais bon, voilà, après ils ont compris. Et je m'en sers vraiment, et ça marche plutôt pas mal.
Voilà, donc vous voyez une utilisation rigolote du bouton où finalement on se dit bon, qu'est-ce qu'on peut bien faire avec un bouton, mais le fait qu'on ait 3 types d'événements, le fait qu'on puisse avoir peut-être plusieurs boutons sur lesquels on pourrait appuyer en séquence ou en parallèle, etc. Ça permet de donner ça permet de donner des idées. Donc j'ai d'autres idées d'utilisation du bouton. On en reparlera plus tard. Et en tout cas, vous voyez à quel point finalement c'est facile de remonter des données. Ce select là, bon, bien sûr, on pourrait faire des choses plus sophistiquées, mais vraiment tout le monde est capable d'écrire un select comme ça. La fonction lambda que je vous ai montré tout à l'heure, enfin, c'est du Python de débutant. Il y a vraiment aucune difficulté. Et j'aime bien, moi, vraiment cette philosophie d'infrastructure Lego où on combine les services, on met très peu de code finalement, et on arrive à combiner des services qui sont sur le papier très différents, et on arrive à faire des trucs rigolos. Alors, dernier exemple que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors, c'est un exemple qui est plus compliqué, et vous allez le voir en détail dans la vidéo tout à l'heure. Donc là, en fait, je vais utiliser 3 équipements. Donc, je vais utiliser un bouton, je vais utiliser un Arduino, et je vais utiliser mon robot Raspberry Pi. Okay. Donc, le but du jeu, ça va être via l'Arduino sur lequel j'ai une petite télécommande, un petit joystick. L'objectif, ça va être de piloter mon robot, de le faire avancer, reculer, etc. Et via le bouton, de déclencher une action sur ce robot. Mais je garde le suspense sur l'action pour l'instant. Donc là, cette fois, on a 3 équipements. Donc si on retourne dans la console IoT, on va voir, et que je retourne dans mon registry, donc je vais voir les 3 équipements. Donc j'ai mon bouton, de mémoire, je ne sais plus lequel c'est, mais un de ceux-là. J'ai un Arduino, ok. Donc un Arduino, c'est un petit microcontrôleur qui est suffisamment puissant pour exécuter le SDK IoT, et qui a plein de connectiques, donc en l'occurrence ici pour rajouter un petit joystick. Et puis j'ai mon robot Raspberry Pi, il s'appelle Johnny Pi, et qui lui aussi est connecté sur le gateway AWS. Alors le bouton, vous avez vu comment ça marche, la configuration du bouton, c'est pas différent, hein, ça va poster un message dans un topic. L'Arduino, alors lui il va avoir un petit peu de code, je vais vous le montrer. Comme ça vous verrez un autre SDK, voilà, Joystick IoT. Et puis mon robot a du code aussi que je vais vous montrer un petit peu. Donc, alors, on ne va pas faire un cours Arduino, on programme dans un langage qui est, on va dire, grosso modo du C. Comment est-ce qu'on conçoit un programme Arduino? Alors, c'est très simple, il y a une fonction setup qui est appelée au démarrage de l'Arduino, et une fonction loop qui ensuite est appelée à l'infini, hein, en boucle infinie. Donc, dans le setup, alors, on va calibrer le joystick, ça, c'est pas très intéressant. On va surtout se connecter au gateway. Okay, et on va retrouver finalement ce qu'on connaît déjà. Donc on va retrouver l'adresse du host MQTT, on va retrouver le port MQTT, on va retrouver le certificat, on va retrouver la clé, etc. etc. Donc tout ça, finalement, il n'y a pas de magie. Ce sont les fichiers que j'ai téléchargés sur la console IoT, via la console IoT, et que j'ai copié sur mon Arduino. Okay. Donc grâce à ce certificat, à cette clé, je peux me connecter, et vous voyez que ce n'est pas du code particulièrement complexe. Okay. Donc une fois qu'on est connecté, bon, eh ben c'est tout, on attend un petit peu et on commence à exécuter la loupe. Et donc la loupe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va lire l'état du joystick, okay, pour savoir dans quelle direction je l'ai poussé. En fonction de la direction dans laquelle je l'ai poussé, on va construire un message, donc left, right, forward, backward. Et on va le publier dans un topic, okay, qui s'appelle johnnypi/move, et qui est évidemment le topic que auquel mon robot va s'abonner. Okay.
Voilà, c'est tout. Donc vous voyez, mon code Arduino, c'est vraiment... il y a 10 fois plus de code pour gérer le joystick que pour gérer MQTT finalement. Donc on se connecte, on lit l'état du joystick. En fonction de l'état du joystick, on prépare un message texte et on envoie ce message texte sur un topic qui s'appelle johnnypie/move. OK ? Et sur mon Raspberry, sur mon robot, là aussi j'ai un peu de code qui tourne. Voilà, donc j'ai là aussi du code en Python. Donc j'importe le SDK, etc., etc. On va regarder un peu ce qui se passe en bas. OK, donc quand on initialise le robot, on se connecte au gateway. Alors avec le SDK Python, mais c'est la même chose. Donc lui aussi, il a un certificat, une clé, etc. Et puis il va s'abonner à 4 topics. Donc, il s'appelle Move, Speak, See and Scan. Donc, Move pour se déplacer, Speak pour parler, parce qu'il va parler, See pour voir ce qu'il y a devant lui, parce qu'il a une caméra, et donc il va regarder un peu ce qui se passe, et puis Scan pour déplacer son capteur de distance et mesurer la distance qu'il sépare des objets. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, en boucle infinie, finalement, il dort et il attend de recevoir un message. Okay, et donc, quand il reçoit un message sur un de ces topics, la fonction correspondante, le callback correspondant va être appelé. Donc regardons par exemple le callback pour move, qui est là. Sans surprise, il va extraire le message, le texte qui est contenu dans le message qu'il a reçu. Et puis là aussi, il n'y a pas besoin d'être un grand génie en Python pour comprendre ce qui se passe. En fonction du message qu'il reçoit, il va appeler l'API du robot pour avancer, reculer, tourner à droite, tourner à gauche, etc., etc. Donc là aussi, vous voyez, franchement, c'est du Python de niveau débutant. Il n'y a aucune complexité là-dedans. Et finalement, on s'appuie sur une API toute simple de passage de messages qui permet d'interfacer des équipements et de les faire se parler de manière vraiment simple. Il n'y a aucune complexité MQTT dans cette histoire. Et là, on voit mes différents callbacks. OK ? Voilà, je ne sais pas combien il y a de lignes. Vraiment... Aucune complexité. Et voilà. Alors maintenant, on a envie évidemment de voir la démo. On a envie de voir ce qui se passe. Et Hugo, s'il te plaît, si tu peux lancer la dernière vidéo, vous allez voir cette démo et vous allez voir ce qui se passe quand on appuie sur le bouton. Bien, nous allons maintenant tester l'ensemble des équipements. Donc, ma télécommande Arduino, okay, qui est connectée sur le gateway IoT en Wi-Fi. Mon robot, donc un Raspberry Pi, lui aussi connecté sur le gateway IoT en Wi-Fi, avec un petit serveur Python qui tourne et qui reçoit les commandes. Okay, donc on va déjà déplacer le robot. Donc à chaque fois que je vais faire bouger, chaque fois que je vais agir sur mon joystick, j'envoie un message MQTT qui est publié dans un topic que le robot écoute. Et il agit en conséquence, en fonction de, évidemment, avant, arrière, droite, gauche, etc. Okay, donc à chaque fois que j'agis, eh bien, j'envoie un message au gateway IoT en Irlande et ce message est instantanément envoyé au robot pour action. Donc là, les actions s'interrompent parce que j'ai peur que le robot tombe de la table. Donc à chaque fois qu'il se déplace, en fait, je le stoppe. Mais il n'y a aucune raison, on pourrait le laisser avancer beaucoup plus longtemps. Ce n'est pas du tout une latence qui est liée au cloud, c'est vraiment une sécurité que j'ai rajoutée dans mon code. OK ? Donc vous voyez, voilà comment on peut intégrer un Arduino avec un Raspberry Pi en MQTT. Alors pour finir, on va réutiliser un bouton IoT, à peu près le même que tout à l'heure. Et lorsque je vais appuyer sur ce bouton, eh bien, mon Raspberry Pi va prendre une photo. J'ai une petite caméra qui est à l'avant, ici, okay, qui va prendre une photo de l'objet, qui va mesurer sa distance aussi avec le capteur qui est là, et qui va utiliser un modèle de deep learning que j'ai installé sur le Pi au travers d'MXNet, donc librairie open source de deep learning, vaste sujet dont on aura l'occasion de reparler. Et donc ce modèle de deep learning va tenter de reconnaître l'objet qui est en face de lui. Voilà. Et tout ça en appuyant juste sur ce bouton. Alors on va déjà essayer avec un objet simple.
Voyons ce que ça donne. Alors, en avant. Donc j'appuie sur le bouton. Ça poste un message MQTT qui va être envoyé au robot. Donc le robot. 58% sure that this is a coffee mug. The object is 17 centimeters away. Donc vous l'avez entendu, c'est Polly, le service de text-to-speech d'AWS qui vous parle. Donc j'ai appuyé sur le bouton, on a envoyé un message MQTT au gateway, il est reçu par le robot prend une photo avec sa caméra et localement avec sa librairie de deep learning, son modèle donc, basé sur la librairie MXNet, eh bien, reconnaît l'objet avec un niveau de confiance relativement important. Et à partir du texte donc, qui est retourné, de la catégorie de l'objet, on fabrique un message qu'on passe à une API Polly qui, là aussi, instantanément, nous retourne un fichier son qu'on peut jouer. On va essayer avec un deuxième objet. Voilà, c'est parti. On appuie sur le bouton. On prend la photo. I'm 99% sure that this is a baseball. The object is 16 centimeters away. Voilà, donc une petite démo combinée d'IoT et d'IA. Une fois de plus, sujet dont on aura l'occasion de reparler d'ici la fin de l'année, puisqu'on va organiser une série de webinaires dédiés au machine learning et à l'intelligence artificielle. Voilà pour cette démo. Très bien. Merci Hugo pour ces vidéos. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a bien amusé de faire tout ça. Et vous voyez une fois de plus comment on arrive à combiner ces différents sujets. Et alors, le sujet purement MXNet et IA, on en reparlera. On est en train de préparer une série de webinaires spéciales pour machine learning, IA pour le mois de décembre. Il faut un peu de patience, mais rassurez-vous, on va continuer à en parler. Alors, je crois que quelques-uns parmi vous ont eu des problèmes pour voir les vidéos. Alors je ne connais pas les détails. Bon, rassurez-vous, d'une part, évidemment, elles vont être intégrées dans la vidéo du webinaire qu'on va publier. Et je pense qu'on va publier les 4 vidéos aussi indépendamment parce qu'elles sont rigolotes. Et on les mettra sur notre chaîne YouTube. On va essayer de faire ça rapidement, peut-être demain, si Hugo a le temps. Donc vous pourrez revoir tout ça, donc pas de souci. Voilà ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Je voulais vous montrer comment combiner différents devices, comment utiliser le moteur de règles, comment faire communiquer ces équipements qui n'étaient pas tout à fait prédestinés à dialoguer avec le cloud au départ, à les faire bien se parler entre eux, à les faire invoquer du code lambda dans le cloud. Et vous voyez que tout ça se fait avec assez peu de configuration, assez peu de code et un niveau de complexité qui est plutôt faible. Et c'est plutôt rigolo. Donc j'ai pas le temps aujourd'hui de faire une démo sur Greengrass, ça sera pour la prochaine fois. Là il faut pas mal de préparation et pas mal d'équipement, donc j'ai pas assez de matériel pour tout vous dire, pour faire une vraie démo intéressante. Donc on essaiera de refaire ça une autre fois. Voilà, écoutez, j'ai à peu près fini pour aujourd'hui. Je voulais vous remercier une fois de plus de nous avoir écoutés. Merci beaucoup à Hugo pour la logistique, comme d'habitude. Premier webinaire dans nos nouveaux locaux, ça s'est pas trop mal passé. Donc Hugo va peut-être afficher le sondage, et puis on va passer ensuite aux questions. Une fois n'est pas coutume, on a du temps pour les questions, et je vois qu'il y en a eu pas mal. Alors, en avant pour les questions. Alors, je vais peut-être fermer ça. Pas un écran bien agréable. Voilà, regardez la console, c'est plus rigolo. On va voir un peu ce qu'il y a là-dessus. Alors, première question. Quelle est la technologie qu'il faut utiliser pour une application mobile? Alors, pour du mobile, je vais ressortir brièvement mes slides. Donc pour du mobile, vous pouvez utiliser l'un des SDK qui est disponible. Donc on a un SDK, on a un SDK JavaScript, donc
Si vous êtes capable d'exécuter du JS sur votre mobile, eh bien il n'y a pas de souci, ça doit fonctionner. Alors, où est-ce qu'elle est la liste des SDK? Par ici. Voilà. Et puis on a des SDK spécifiques pour Android et iOS. Donc qui vont vous permettre de faire les mêmes opérations que ce que vous avez vu sur l'Arduino et sur Python. Donc vous allez vous connecter, vous allez publier, vous abonner, etc. Bon, probablement vous aurez envie de le faire, j'imagine, en WebSocket, dans le monde du mobile, ça paraît raisonnable. Et voilà, donc vous avez les deux SDK mobiles pour Android et iOS. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a les habituelles questions sur est-ce qu'on pourra le réécouter ultérieurement, est-ce qu'on aura les slides, est-ce qu'on aura tout? Donc oui, oui et oui, c'est toujours le même mode de fonctionnement. Les slides, je pense qu'Hugo a dû les partager dans GoToMeeting. La vidéo, elle sera en ligne rapidement. On mettra un lien sur les slides aussi dans la vidéo. Et puis pour ceux qui ne le sauraient pas encore, on a une chaîne YouTube. J'espère quand même que vous êtes tous au courant de ça maintenant. Ah, alors, YouTube. Voilà, vous cherchez Amazon Web Services France. Et vous allez trouver la chaîne YouTube. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner, comme ça vous aurez les notifications, vous serez rapidement prévenu lorsque nous publions nos vidéos, et vous aurez tout notre contenu. Donc il y a tous les webinars, l'historique de tous les webinars, il y a les vidéos du Summit, AWS, j'ai croisé quelques-uns d'entre vous au Summit qui a eu lieu il y a quelques semaines. Voilà, si vous n'avez pas pu y venir, eh bien vous retrouverez les keynotes, vous retrouverez la track technique, etc. etc. Ok. Donc voilà, plein de... Ouais, ça commence à faire, on a une cinquantaine de vidéos maintenant. Voilà, donc tout ça sera en ligne, pas de souci. Alors j'avais vu une question sur et si on n'a pas de Wi-Fi, comment on fait? Il y avait une question dans la liste un peu plus haut. Alors oui, effectivement, ici on fait une démo en Wi-Fi parce que c'est le plus simple dans nos bureaux. Mais c'est une bonne question, ceci dit, parce qu'effectivement, l'un des grands sujets de l'IoT, c'est la couverture réseau. Et donc, vous posez des équipements au milieu d'un champ ou je ne sais où, ou sur un site industriel, il n'y a peut-être pas de Wi-Fi et probablement pas de Wi-Fi. Donc, comment on fait? Alors, ça, c'est une question à laquelle AWS ne répond pas en tant que telle. Nous fournissons le service cloud et on fournit les différents connecteurs MQTT, HTTPS, etc. Enfin, les différents points d'entrée pour y accéder. Mais voilà, jusqu'à preuve du contraire, AWS n'est pas opérateur de réseau, donc on n'a pas de solution à ça. Donc soit vous avez une connectivité IP, et c'est simple, comme ce que je vous ai montré aujourd'hui, soit vous n'en avez pas, et auquel cas, vous pouvez passer par un réseau radio, vous pouvez passer notamment par Sigfox, qui est partenaire d'AWS, donc vous pouvez intégrer vos équipements Sigfox sur le gateway de Sigfox et envoyer le trafic vers AWS. Donc il y a une passerelle qui a été développée par Sigfox pour pouvoir envoyer le trafic depuis leur passerelle vers AWS IoT. Okay. Voilà. Après, on peut imaginer qu'on développe tout un tas de choses, mais le point d'entrée pour nous, ça reste le point d'entrée de notre gateway. Donc soit vous avez de l'IP et c'est simple, soit vous n'en avez pas et il faut que votre fournisseur de réseau développe ou en tout cas vous fournisse une intégration via sa passerelle vers le gateway IoT. Alors, il y a une question intéressante. Comment est-ce qu'on configure, de Virginie, merci Virginie, comment est-ce qu'on configure des devices de manière industrielle? Alors effectivement, là, j'en ai fait un à la main. J'entends bien que si y a 1000 devices à approvisionner ou 100 000 devices à approvisionner, on ne va pas le faire comme ça. Donc on a un mécanisme qui vous permet en usine de générer et de charger des certificats sur les équipements. Donc ça pourrait être nos certificats comme les vôtres
Alors j'ai pas la page de doc, sous les yeux. Évidemment, ça se fait pas via la console, ici, mais on peut tout à fait faire ça. Allez, je vais essayer de le retrouver rapidement, histoire de donner une réponse complète. Allez. Ah voilà, non, c'est cette page-là que je voulais. Voilà, donc on peut charger les certificats, en usine et on peut les enregistrer au moment de l'activation. Du device. Ça s'appelle le just-in-time, voilà, just-in-time registration. Ok, donc et vous pouvez même fournir vos propres certificats. Vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser les certificats qui sont générés par AWS. Donc je vous renvoie à notre documentation. Et puis si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à me contacter, vous me pinguez sur Twitter et je vous montrerai le bon endroit. Voilà. Donc voilà différentes techniques pour faire tout ça. Ok, évidemment, il ne s'agit pas de le faire. Alors une question, est-ce que Greengrass peut envoyer les messages collectés ailleurs que vers AWS on-premise par exemple? Alors, pas directement. Greengrass se synchronisera avec AWS IoT. Maintenant, rien n'empêche d'avoir dans le moteur de règles une invocation de fonction lambda qui ensuite pousse les messages sur une API on-premise ou une file de messages ou que sais-je. Mais la communication sortante de Greengrass, c'est forcément vers le cloud AWS. Alors on a une autre question un peu du même genre, quand on a des centaines de devices IoT, comment est-ce qu'on les intègre dans la registry? Alors là c'est pareil, hein, je le fais en console parce que c'est plus visuel, ça vous parle plus, et pour les gens qui découvrent c'est plus simple. Mais évidemment on a des API pour faire tout ça, avec notre merveilleuse ligne de commande et nos merveilleux SDK. Voilà, si je fais AWS IoT, je sais pas quoi, voilà. Vous voyez qu'on a toutes les API en ligne de commande pour créer des things, créer des policies, créer des certificats, etc. Donc tout chez nous est une API, il n'y a pas de surprise. Donc non, pas d'inquiétude. Je fais les choses dans la console pour que ça soit plus visuel. Mais tout ça est évidemment faisable en API, en ligne de commande AWS et avec les SDK des différents langages qu'on supporte. Alors, on a une question un peu plus générale. Est-ce qu'on a des exemples de projets IoT dans le domaine des Smart Cities? Alors, c'est une question intéressante. Je parlais du Summit il y a quelques instants et dans la keynote du Summit, on a un client qui est venu témoigner justement sur les Smart Cities, un client que vous connaissez qui s'appelle Engie. Et voilà, vous pourrez revoir cette vidéo sur notre chaîne YouTube dans la keynote de Werner. Et donc, on a le responsable de toute l'activité digitale, l'un des responsables d'Engie Digital qui est venu expliquer comment Engie utilise l'IoT et le Big Data pour du smart buildings, pour de l'optimisation de conso, etc. Et eux le font en travaillant avec un partenaire que vous connaissez peut-être qui s'appelle C3 IoT et qui propose une plateforme d'analytics justement dans le monde de l'IoT. Donc si ce sujet-là vous intéresse, je vous renvoie à la keynote. Donc allez voir le témoignage d'Engie dans la keynote de Werner, vous en saurez plus. Alors est-ce que j'ai une idée de la date de disponibilité de Greengrass pour le Canada? Non, je suis désolé, ça c'est la question à laquelle je ne peux pas répondre. Voilà, l'objectif c'est toujours à terme pour nous d'avoir à peu près tous les services dans à peu près toutes les régions. Mais pour l'instant, non, pas de Greengrass au Canada. Greengrass est sorti de preview il y a à peine 2 semaines. Bon, donc voilà, un peu de patience. J'espère que ça arrivera prochainement. Alors QoS 2 dans IoT, pareil, je sais pas. Bon, c'était pas disponible à la sortie, ça l'est pas. Je sais pas quel est le point bloquant. On sait que faire du exactly once, c'est pas un problème simple dans le monde de l'informatique. Donc bon, j'imagine qu'il y a de la complexité, mais non, désolé, j'ai pas de date de dispo là-dessus non plus. Alors quand la pile du bouton est HS, est-ce qu'on peut la changer ou est-ce qu'il faut acheter un nouveau bouton?
Alors, c'est une bonne question. Alors, j'ai cru comprendre qu'on ne pouvait pas ouvrir le bouton. En tout cas, voilà, quand je l'ai sous les yeux là, j'ai pas l'impression qu'on puisse l'ouvrir. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on puisse changer la pile, très sincèrement. Bon, donc je pense que je sacrifierai un de mes boutons pour faire l'expérience. Mais j'ai l'impression que quand on va sur la page d'Amazon, la pile n'est pas destinée à être changée. Enfin, vous allez me dire, c'est rien qui va nous stopper. Si quelqu'un a ouvert ce truc pour mettre une pile, je pense que quelqu'un doit réussir à l'ouvrir pour la changer. Voilà. Après, peut-être que ça altérera quelque peu l'apparence, mais bon. Écoutez, je ferai le test, mais j'ai l'impression que non, la pile n'est pas modifiable. Alors, on a une question sur LoRa. Est-ce qu'on peut intégrer LoRa sur AWS? Donc, LoRa, c'est, on va dire, l'autre grand réseau de IoT avec Sigfox. Alors, je peux me tromper. Moi, j'ai pas connaissance d'un partenariat ou d'un produit sur étagère pour intégrer LoRa sur AWS. Maintenant, bon, même moi, certaines annonces m'échappent. Donc, si quelqu'un est au courant de quelque chose là-dessus, si quelqu'un fait du LoRa sur AWS, ça m'intéresse. Mais autant Sigfox, j'en suis sûr, autant LoRa, je ne vous cache pas, je n'ai rien vu passer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discussion, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses, mais je n'ai pas vu d'annonce officielle. Maintenant, j'ai vu... je vais essayer d'aller rechercher ça, mais... j'ai vu un post d'Ericsson qui doit un peu dater maintenant et qui faisait une intégration de LoRa sur IoT. Est-ce que j'arrive à vous retrouver ça? Magnifique, voilà, regardez ça. Ma mémoire est intacte, ça c'est la bonne nouvelle. Donc voilà, Ericsson a fait des trucs là-dessus. Voilà. Et ils l'ont fait assez tôt d'ailleurs, parce que vous voyez que l'article date d'octobre 2015, ce qui doit pas être loin de... Non, c'est pas Ericsson, pardon, c'est Telenor. Pourquoi j'avais Ericsson en tête? Ok, Telenor. Et donc là, voilà, là il y a du code. Il y a du code pour faire des choses entre le serveur de LoRa et AWS IoT. Voilà. Bon, alors c'est sans garantie si vous mettez le feu à votre plateforme en jouant avec ça. Je ne suis pas responsable, je ne fais que partager l'information. Mais vous voyez, bon, il y a des ressources. Manifestement, il y a des gens qui l'ont fait. Donc ça doit être jouable. Alors, est-ce qu'Amazon prépare d'autres petits équipements IoT? Je ne sais pas du tout. Donc on a le dash button, on a le bouton IoT donc programmable. Non, moi je ne suis au courant de rien d'autre pour l'instant. Voilà, après on a les Amazon Echo, donc qui sont pas tout à fait des devices IoT, mais enfin qui sont des devices que vous pouvez programmer aussi via les skills. Mais non, en tout cas pour l'instant, non, je ne connais que ça. Mais allez savoir de quoi ils sont capables. Alors il y a Fred qui partage un lien, un lien de quelqu'un qui a manifestement démonté un bouton. Alors ça a l'air d'être un bash vu le bouton, vu l'URL. Donc oui, non, mais moi j'aime bien le reverse engineering, donc je ne doute pas qu'on puisse démonter ces boutons. Voilà, la question c'est est-ce qu'on arrive à les remonter ou est-ce qu'il faut juste mettre du scotch après pour que ça tienne. Mais bon, je pense qu'il n'y a effectivement pas de problème pour les démonter. Alors, une question de Shakib. Pour faire de l'expérimentation, quels sont les kits complets que je peux conseiller? Alors, j'aime beaucoup l'Arduino, je m'en cache pas. Je trouve que c'est une bonne... Enfin, l'Arduino Yun, qui est vraiment une bonne plateforme pour commencer. Il y a un kit que je peux vous montrer. Alors c'est pareil, là c'est une recommandation vraiment à titre personnel, hein, c'est pas une recommandation officielle. Donc vous achetez un Arduino classique et il y a un kit de capteurs. Le nom de la boîte m'échappe, mais on va retrouver ça tout de suite. Voilà, alors il y en a plusieurs, ils se valent à peu près tous. Bon, celui que je connais, c'est celui que j'ai, c'est celui-là.
mais je pense qu'ils sont équivalents, donc n'hésitez pas à regarder les autres. Ah non, il y a le Ultimate, ouais non, c'est le Ultimate que j'ai, enfin c'est pareil. Donc ce sont des kits de capteurs divers et variés que vous pouvez connecter aux Arduino et aux Yun en particulier. Donc il y a des capteurs de température, de pression, de lumière, de tout ce que vous voulez. Il y a un clavier, il y a un écran LCD, enfin vous voyez, ça coûte quelques dizaines d'euros. Un Yun, ça va coûter pareil 40-50 euros. Donc on va dire pour 100 euros, vous avez de quoi jouer. Je vous conseille d'acheter 2 Arduino, comme ça vous pourrez les faire se parler ensemble. Et c'est une bonne plateforme. Il y en avait une autre qui était intéressante, qui est la plateforme d'Intel, donc l'Edison, mais malheureusement Intel a annoncé il y a quelques semaines sa sortie de l'IoT. Donc ils ont annoncé la fin de vie sur la plateforme Edison. Bon, c'est peut-être l'occasion d'en trouver pas cher si vous arrivez à mettre la main dessus. Mais bon, c'est une plateforme qui n'a pas beaucoup d'avenir, qui est plus puissante qu'un Arduino, qui peut faire tourner un Linux embarqué, etc. Bon, et puis après c'est la Raspberry Pi. Donc le robot que vous avez vu tout à l'heure dans la petite vidéo, c'est un robot Raspberry Pi qui est complété par... enfin, c'est un Raspberry Pi qui est complété par un kit. Alors on va leur faire de la pub, allez, on a le droit, parce que je les aime bien. Un kit de Dexter, et je ne suis pas du tout financé. C'est pas du placement produit, j'aimerais bien, mais j'en suis pas là. Voilà. Donc Dexter Industries, si vous voulez des petits robots, des robots à roulettes pour jouer. Voilà, alors après avec le Pi, il y a une tonne d'extensions pour connecter là aussi des tonnes de capteurs. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc si vous voulez un truc vraiment très embarqué, voilà, très proche de la plate, très proche du hardware, vraiment très proche du capteur, je vous conseille plutôt l'Arduino. Si vous êtes plutôt, voilà, le GoPi Go, c'est mon robot. Si vous voulez un kit qui ressemble vraiment plutôt à du Linux et sur lequel vous allez pouvoir faire du Python, du Node.js, enfin tout ce qu'on sait faire sur du Linux, à ce moment-là, il vaut mieux un Raspberry Pi. Et puis vous pourrez là aussi trouver les capteurs. Enfin, c'est vraiment les plateformes les plus répandues. Bon, et puis le Raspberry est évidemment plus puissant que l'Arduino, qui reste quand même une toute petite plateforme. Voilà les conseils que je peux vous donner, mais bon, expérimentez. Et tout ça ne coûte pas très cher, enfin pour 150 euros, 200 euros grand max. Vous vous faites une belle boîte de Lego IoT robotique et vous pourrez la combiner avec la belle boîte de Lego des services AWS et vous pourrez faire des trucs rigolos comme les démos que j'ai faites aujourd'hui. On se retrouve fin août, donc au retour des vacances, donc certainement en pleine forme, pour 2 webinars dédiés à DynamoDB, donc notre service NoSQL, et on essaiera d'aller descendre un peu dans les tripes de DynamoDB et de se faire un petit peu mal à la tête sur ce service qui est particulièrement puissant et particulièrement intéressant. Voilà, donc tout autre sujet, mais je pense que ça vous intéressera. Voilà, rendez-vous très vite sur notre chaîne YouTube donc, pour la mise à disposition de toutes ces petites vidéos. N'hésitez pas à me pinguer sur Twitter quand vous avez des questions. Et en tout cas, à très bientôt et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et merci encore à Hugo pour son soutien sans faille. Merci, à très bientôt.